Je suis né dans la mission de l'Esprit Saint, un nouveau mouvement religieux sectaire. Par chance, mes parents m'en sortirent vers l'âge de 5 ans. Toutefois, quelques années plus tard, ils m'introduisirent à la scientologie, une autre secte que j'ai fréquentée pendant plusieurs années avant de la quitter définitivement vers la mi-trentaine. Par la suite, j'ai poursuivi ma quête de sens au travers d'autres mouvements pour terminer mon parcours chaotique chez les évangéliques dans un piteux état. Mon nom est Michel Laflèche-Francoeur. Je suis l'auteur du livre « Les religions de mon père », de la mission de l'Esprit Saint à la scientologie. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Jean-Sébastien Bourret et Michel Bellé, des Sceptiques du Québec. À un moment donné, là, Jean-Sébastien et Michel va vous dire ça, là, pendant plusieurs années, là, j'ai pensé que je portais malheur. OK. Gens autour de moi. OK. Tu ris, mais c'est l'enfer en Christ. Parce que je ris parce que je suis pas à ça, tu sais. Non, mais la scientologie m'avait inculqué ça. Oui. M'avait inculqué des croyances qui faisaient que si moi, j'aimais pas la scientologie, j'étais contre la scientologie, c'est parce que j'étais une mauvaise personne. Oui. Quand j'ai parti en France, là, j'ai resté 2 ans et demi parce que je voulais pas revenir au Québec. J'avais un visa d'1 an, j'ai resté 2 ans et demi. Quand je suis revenu, là, j'ai fait la gaffe de retourner sur le plateau Montréal où ce que je me tenais avec ma gang pour aller voir mes amis que j'avais pas vus. Puis aussitôt que j'ai approché l'église de Scientologie, là, j'ai retombé dans un trouble de stress post-traumatique puis en dépression parce que la doctrine qui m'avait enseignée a repris vie en moi. Puis j'ai recommencé sans vraiment m'en rendre compte à me sentir comme un trou de cul puis à penser que je portais malheur autour de moi puis que j'allais gâcher ma vie, tu sais. C'est ça que ça fait. C'est pour ça que je te dis que moi, je suis une victime. Puis tous ces livres-là, je les ai lus pour m'en sortir, pour me sortir cette affaire-là qui m'avait mis dans la tête. C'est sûr que si une organisation, que ce soit la scientologie ou une autre, arrive à te convaincre que tu es une mauvaise personne ou que tu es une personne dans porte-malheur dans ce cas-ci ou que t'es comme tu utilises des expressions colorées, là, il t'enlève ta confiance en toi, eh bien, c'est certain que, d'une part, c'est plus facile pour eux de te contrôler parce que quelqu'un qui a pas confiance en lui, qui a l'impression d'être pas correct, est plus facile à contrôler que quelqu'un qui a confiance en lui puis qui fait comme, OK, j'ai un compas moral, je sais qui je suis, je sais où je m'en vais. C'est plus difficile de contrôler une personne. Ouais. On s'entend, là? Ouais, mais là, on est rendu ailleurs. Parce que moi, quand je me suis mis à me sentir comme ça, c'est quand j'avais quitté la scientologie. OK. Puis je le savais que dans les enseignements de la scientologie, si je quittais ce groupe-là précipitamment, comme je l'avais fait, puis c'est parce que j'avais des crimes cachés. Selon leurs enseignements, c'est ça qu'ils m'avaient enseigné. Puis si je commençais à m'opposer ouvertement à la scientologie, c'est parce que j'étais un antisocial, j'étais une personne méchante. Quand j'étais dans la scientologie, on m'abaissait pas, au contraire. On me mettait sur un nuage rose. Okay. Là, j'étais supérieur aux pauvres petites personnes en dehors de la scientologie. C'est pour te garder à l'intérieur. C'est que si pour me garder à l'intérieur, là, on s'assurait que je reste sur mon pink cloud, que je fréquente pas des suppressifs, que j'aille pas sur les sites Internet qui parlent négativement de la scientologie. Beaucoup d'idées dans la tête. Et te mettre plein on me gardait dans ma bulle, on me gardait dans le million. Sachant que si il arrive à te convaincre, même en partie, même si t'es pas 100% convaincu, s'il arrive à te mettre, à semer une graine dans ton esprit comme quoi que si je quitte la scientologie, ça veut dire que j'ai quelque chose à me reprocher, ça veut dire que je suis une mauvaise personne, ben là, quelqu'un comme toi, la minute que tu dis, OK, ça va faire, là, la scientologie, puis tu quittes, mais il y a quand même ces idées-là oui. tu te l'ont tellement répété, tu te l'as tellement tu te trouves avec un conflit intérieur immense, oui. là. Oui, fait que là, tu vas avoir l'impression. Fait que là, tu vas avoir l'impression, ben oui, tu vas dire, regarde, si je quitte, est-ce que c'est parce que je suis une mauvaise personne? Est-ce que c'est parce que j'ai quelque chose à me reprocher? Non. Fait que là, ça pourrait être tentant de se dire, oh non, ben, je quitte pas. Puis oui, exactement. Puis là, tu te ramasses à l'éthique. Oui. Tu te ramasses à passer des heures, puis des heures, puis des heures à écrire des péchés que tu aurais faits, puis avoir eu des mauvaises pensées contre le Ronubord, puis à avoir regardé les fesses de ton auditeur ou avoir parlé pendant que tu étais en train d'étudier dans la salle de cours, à t'inventer plein de péchés, ils appellent ça des overt, tu sais, puis là, t'écris ça, puis tu passes des heures à essayer de te rétablir pour rentrer dans la bonne voie, puis tu deviens comme un petit mouton. Mais c'est pour cette raison-là que moi, je dénonce un certain courant qui vient des fois je l'entends dans le New Age, comme quoi des personnes disent qu'il faut toujours se fier à notre ressenti.
Tu sais. Puis que notre ressenti, c'est comme une boussole, une super bonne référence. Mais si le ressenti était une si bonne référence que ça voudrait dire que quand tu étais chez les scientologues, mettons, tu te sens correct ou pas si pire ou même supérieur aux autres, là, tu t'apprêtais à quitter, là, tu vas pour prendre une décision de OK, ça va faire la scientologie, je t'ai écœuré, tu vas pour quitter. Mais au moment où tu vas pour quitter, il y a comme une période où tu te sens pas bien, t'es confus, de la confusion, il y a toutes ces idées-là qui remontent. Fait que si ça tu demande t'étais beaucoup de courage. ben oui, exactement. Mais si tu t'étais fié à tes À ton feeling émotions, intérieur, à ouais. ton feeling et à tes émotions immédiates, tu aurais dit, oups, je vais pour quitter la scientologie, je me sens mal. Ah ben c'est mauvais signe, je dois rebrousser chemin, c'est une mauvaise route. Tu retournes à la scientologie. Fait que c'est quelqu'un qui dit mes feelings d'aujourd'hui, de maintenant, sont mes guides. C'est des références, super bonnes références pour, tu sais, nos émotions, ils peuvent nous jouer des tours, là. Ben oui. Surtout si on a été sous une emprise comme toi, on a été victime d'endoctrinement, puis on a reçu toutes sortes de messages à répétition qui disaient, regarde, tu sais, ils vont jamais te dire, tu dois rester dans la scientologie pour ta vie, pour le restant de tes jours, sinon tu vas te sentir confus et malheureux, mais ils faisaient tout pour que ça soit ça qui arrive si tu allais pour quitter. Ben oui, c'est comme j'en ai déjà parlé antérieurement dans un autre épisode, là, un des premiers cours de base dans lequel tu arrives, où ce qu'on t'enseigne une des lois, comme une personne qui quitte précipitamment un groupe auquel elle avait donné son appui, c'est parce qu'elle a fait des crimes, qu'elle a des choses à se cacher et qu'elle a peur d'être découverte. Donc, moi, si j'agis comme ça, je quitte précipitamment parce que là, j'en peux plus. Je viens de comprendre, avoir un flash que je suis pris dans un piège, il faut que je me sorte. Là, je veux juste sortir de là, puis je veux même pas argumenter avec personne. Moi, je me pousse en courant de là. Ben là, dans ma tête, 1+1, ben ça fait que c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal. Puis là, tu commences à chercher loin en tabarouette quand tu penses que ça peut venir des... Là, c'est un moment que ça peut venir des vies passées. Ça peut venir des choses cachées dont tu te rappelles même pas. Ou des instincts, des instincts tu sais, qui sont dans... Tu peux être carrément te considérer comme une mauvaise personne. Je te le dis, pendant des années, je pensais que je portais malheur au monde autour de moi. Mm-hmm. Puis ça, c'est pas facile, c'est pas drôle à vivre. Scientologue qui t'avait dit ça, d'où est-ce que ça venait, cette croyance-là, que tu portais malheur? Ben, ça venait de la scientologie, puis pas juste de la scientologie, probablement dans mon cas de la mission de l'Esprit Saint aussi. Quand je suis sorti de la mission de l'Esprit Saint, on m'a étiqueté comme un enfant de Satan qui se réincarnerait dans de la vermine. Ça venait de tout mon passé. Ce que j'avais vécu, là, moi, j'étais un enfant rebelle. J'étais difficile pour mes parents aussi. J'ai été difficile. J'ai eu des problèmes. Mes parents ont eu de la misère avec moi. J'ai eu de l'argumentation avec mes parents aussi. Puis plus la doctrine scientologique qui fait que moi, je suis antagoniste maintenant à la scientologie. Donc, ça veut dire que je suis un antisocial puis que je suis une personne suppressive. C'est ça qu'Hubert dit. Puis là, on va dire pourquoi je suis comme ça. Parce que dans ma tête, là, je suis bloqué quelque part sur ma piste de temps dans un événement tellement qui me faisait tellement peur que je suis comme resté figé dans un état particulier dans la peur. Je suis resté figé dans la peur. Un peu plus loin d'un cours avancé là, sur le PTSSP, là, il nous parle de pourquoi que les gens sont des suppressifs. C'est parce que quelque part dans leur tract de temps en arrière, dans des vies passées, sont restés pognés dans un événement traumatique. OK, mais là, ce que j'essaie de saisir, tout à l'heure, tu nous as dit qu'à la mission de l'Esprit Saint, il t'avait étiqueté comme un enfant de Satan, mais tes parents ont quitté la mission de l'Esprit Saint quand tu avais à peu près 5 ans. C'est bien ça? Oui. Tu as été étiqueté comme un enfant de Satan à l'âge de 3-4 ans? Ben là, on avait des amis à Mascouche, là, les jolis cœurs. On allait jouer chez eux. Non, à la même âge. Là, j'avais 5-6 ans. Là, 4-5-6 ans, j'avais des amis. Là. Du jour au lendemain, on n'a plus le droit d'aller chez eux parce que c'était du monde de la mission de l'Esprit Saint. On n'a plus le droit d'aller. Quand je suis allé chez ma tante à Saint-Cuthbert, là, la plus vieille des sœurs de mon père, là, le soir, je suis arrivé, puis j'ai vu mon petit cousin qui avait la même âge. Puis demain, on va aller voir les vaches dans le champ en arrière. Puis là, mon père, on est allé se coucher, puis mon père a parlé avec ma sœur ce soir-là, avec sa sœur, puis il a dit qu'il ne retournerait pas dans la mission de l'Esprit Saint. Il y a eu une espèce de conflit. Le lendemain, on a tout ramassé nos affaires, puis j'ai voulu aller jouer avec mon cousin, puis ma tante m'a interdit de parler à son fils. Parce que là, je représentais le mal. Parce qu'on m'a sorti de la mission de l'Esprit Saint. Dorénavant, j'étais une personne du monde. J'étais un enfant de Satan. C'était pas à cause de ta personnalité. C'était à cause... Non, parce que quand on quitte la secte... Oui. Ça aurait moi, par extension, c'était mes parents.
Plus tard, j'avais 12-13 ans, une maison qui a essayé de nous ramener dans la mission de l'Esprit Saint. Parce que c'est nos parents qui nous avaient sortis. Oui. Moi, je n'ai pas voulu retourner. Mais par extension, puisque mes parents m'en ont sorti, et je deviens une personne mauvaise. Je peux pas fréquenter. Les gens de la mission de l'Esprit Saint, là, ils voulaient plus me fréquenter. Oui. Pourquoi? Parce que je représentais le mal. Eux autres, ils fréquentent juste des gens de la mission de l'Esprit Saint entre eux autres. Parce que les gens en dehors de la mission, c'est des personnes mauvaises, c'est des enfants de Satan. Mais tes frères et sœurs et tes parents, ils auraient tous été considérés comme des enfants de Satan aussi, là. Oui, toute la famille au complet. Toute la famille au complet. C'était plus fréquentable. C'était pas spécifique à toi. Ce qui nous a aidé, là, c'est que nous, quand on a sorti de la mission en 76 à peu près, c'est qu'il y a plusieurs familles qui sont sorties de la mission. Oui. Fait que on a pu continuer, même mes parents ont pu fréquenter les autres qui étaient sortis de la mission. Les autres ils n'ont pas continué, retrouvés complètement isolés. Si on avait été les seuls à sortir de la mission à ce moment-là, ça aurait été beaucoup plus difficile. Oui. Mais quand même, là, ma mère, là, je m'en rappelle, était en dépression. Ses 3 frères qui voulaient plus lui parler, là. Oui. Les frères qu'elle adorait, ils voulaient plus parler à ma mère. Puis, tu sais, mon père aussi, la dépression, puis tout, parce que leur gros rêve là, de faire plein de bébés pour régénérer l'humanité, là, venait de s'écouler. Fait que c'était pas facile chez nous. Puis sans s'en rendre compte, tu sais, c'est comme des malédictions qu'on met sur des enfants. Ah ben oui. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que le fait que d'autres personnes ont quitté la mission de l'Esprit Saint en même temps que tes parents, ça aurait pu être alléger la chose, à leur donner d'autres personnes avec qui comparer, dire ah ben oui, moi aussi je vivais ça dans la mission, puis là maintenant que je suis dans le vrai monde, je me rends compte de ceci, ça. Mais est-ce que tu sais si tes parents avaient ces conversations-là avec des ex? Je pense pas qu'ils en parlaient beaucoup. Eux autres, ils essayaient d'aller de l'avant. Ils voulaient juste passer à autre chose. Sauf que ma mère avait pas complètement tout perdu ses amis. Ah, c'est ça. Il y en a une couple qui était sortie en même temps, Richard, ma tante Richard Trudeau, une autre, une Désiel, ou tu sais, il y en a une couple on s'était mis à aller fréquenter d'autres enfants de Satan comme nous. D'autres qui étaient sortis de la secte, on se nerve de nous autres. Mais tu me l'as dit, tu nous l'as dit, ton enfance a été difficile, fait que ça aurait été pire si c'était pas du fait qu'il y a d'autres une tante puis quelques amis de ta mère qui ont quitté la mission de l'Esprit Saint en même temps que tes parents. Si c'était pas ça, t'aurais été encore plus isolé parce que ou peut-être tes parents se seraient fait d'autres amis là, c'est possible aussi, mais en tout cas ça devait un peu les aider d'avoir comme de pouvoir avoir certainement. Des ça devait aider un peu, mais j'ose pas penser ce qui serait arrivé si mes parents étaient sortis tout seuls. Mais je pense pas qu'ils seraient sortis. OK. Il n'y avait pas eu ce mouvement-là. Je pense pas qu'ils seraient sortis tout seuls de la mission de l'Esprit Saint. Oui, parce que c'est pas facile ben, eux autres, ils étaient nés de 3e génération là-dedans. Leurs grands-parents, leurs parents là, étaient nés là-dedans. Quand tu as connu, non seulement ils étaient nés là-dedans, probablement que tout le monde que tes parents connaissaient, puis toi aussi, tu devais à peu près connaître personne, tes parents devaient à peu près connaître personne qui n'était pas dans la mission de l'Esprit Saint. Ben non, on fréquentait rien que du monde de la mission. Sauf mon père, sauf ceux qui allaient dans le milieu du travail, ceux qui travaillaient à l'ailleurs de la mission. Des collègues, c'est pas comme des amis. C'est ça, c'est pas la même chose. Mais mon père, lui, il a toujours été bien open-minded. Okay. Même quand il était en scientologie, il fumait des petits joints, tu sais. Tous ceux qui l'ont fait. Moi, j'aimais ça quand il fumait son joint, parce que mon père, il avait du stress post-traumatique. Il avait, je veux pas l'étiqueter, je suis pas psychiatre, mais je n'ai parlé à Denis Lévesque, j'ai dit qu'il était névrosé. Mon père, il pensait toujours au suicide. Il était malheureux, puis il en voulait pas, lui, de 8 enfants. Mais quand il fumait son petit joint, c'est comme s'il s'auto-médicamentait. Il faisait des petits joints minuscules, là, de rien du tout. Puis il consommait presque pas, juste assez pour l'aider à décrocher un peu de ses traumatismes. Puis là, il était parlable. Puis quand la scientologie l'a obligé d'arrêter de fumer des joints, sinon tu pourras plus venir en scientologie, là, parce que les autres sont tellement fanatiques, ben là, il était plus parlable. Il y a quelque chose qui s'est comme isolé quelque part dans sa tête là, pour pas sentir ces émotions-là qui gelaient avec parce que mon père, là, il a jamais vraiment. Il a donné à peu près 400 000 en scientologie. Il allait à tous les événements de scientologie. Il était toujours là. Il allait souvent à l'église de scientologie. Il n'a jamais fait des procédés de scientologie, presque pas de procédés. Il était tellement magané. Ouais. Il était tellement en dépression, il était tellement magané qu'il ne pouvait pas faire des procédés. Puis à un moment donné, quand il a commencé à tomber malade physiquement, encore là, il ne pouvait pas faire de la scientologie, puis il était considéré comme PTS. Ouais. Mais c'est grave ça que, tu vois, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose. C'est grave que la scientologie ostracise
une personne qui serait victime d'une maladie, qui tombe malade. Parce que c'est ça dont il est question, c'est de soit tu le dis pas, tu mens, tu le caches, tu te médicamentes pas, ton père il est mort plus jeune parce qu'il refusait de prendre des médicaments pour ou quelque chose d'aussi banal Ben, que j'assume que je dis ça. ça a joué dans son espérance de vie. Si Ben, lui était diabétique, il est diabétique. C'était pas avec mon père, là. Oui. J'en ai vu plein, là, crever des cancers, qui découvrir qu'ils ont un cancer, ils sont rendus en phase 4, sont dans cinquantaine, soixantaine. Ils font Aujourd'hui, mais non, ils n'ont pas de médecin de famille, les scientologues, ils vont pas voir régulièrement, puis des prises de sang, puis tout, ils font pas ça, là. Ils vont se dire, ça va guérir par la pensée. Il faut que j'aie des pensées pures, puis ça va c'est guérir. leur état psychique qui affecte ou bien leur fréquentation. Leur état psychique est affecté par leur fréquentation de personnes négatives autour d'eux, des suppressifs. Mais j'imagine la culpabilité parce que déjà quelqu'un qui attrape pas qui attrape, mais qui développe un cancer, c'est une expérience traumatisante puis malheureuse. Avoir un cancer, peu importe l'âge, là, c'est pas le fun. La journée que ton médecin, je suppose, on me l'a jamais dit, mais j'assume qu'un médecin te dit tu as le cancer, tu passes une mauvaise journée, peu importe ce qui est arrivé d'autre dans ta journée. Tu sais. Puis tu dois avoir la mine basse. À moins qu'ils te disent mais c'est un petit cancer de rien du tout, on va te l'opérer, puis dans 6 mois, t'en entendras plus parler. Mais c'est l'exception plutôt que la règle. Donc, là où je veux en venir, c'est que c'est déjà traumatisant, c'est déjà lourd psychologiquement de se faire dire qu'on a un cancer. En plus, embarque la culpabilité là-dedans, de se faire dire t'as le cancer, puis d'avoir comme idée en arrière de la tête parce que tu t'es fait dire par les scientologues, puis c'est de ma faute. J'ai le cancer. Parce que tu as fréquenté une personne que tu n'aurais pas dû fréquenter. Cause que ben oui, mais j'ai choisi de la fréquenter, donc il y a une partie, partie de ma faute. Et c'est en partie de ma faute, puis c'est en partie de la faute d'un tel. Là, je me tiendrai plus avec un tel, peut-être je vais guérir. Tu sais, puis en plus, là, t'es ostracisé parce que si tu le dis, que tu parles de ta maladie, ben tu vas être exclu du groupe parce que tu n'es plus éligible, tu as des pensées impures, tu as des contacts, des amitiés malsaines. Mais tant que tu n'as pas rompu les connexions avec ces personnes-là, tu peux pas retourner en salle de cours, tu peux pas retourner en thérapie, qui appelle de l'audition. Puis ça, c'est pas juste pour le cancer, là. Comme il y en avait une, là, elle était OT7, OT8, elle était tellement haute, là. Elle avait un petit, quelque chose en dessous de son œil, là. Tu sais, avec l'âge, là, ça pousse, là, un petit amas de un kyste, un genre de kyste. Puis elle trouvait ça laid. Son mari dit, pourquoi tu te fais pas opérer, tu sais. Elle est allée dans une clinique avec un rayon laser. Puis ils ont touché au cerveau ou quelque chose. Puis elle est tombée comme paraplégique ou je sais pas dans quelles conditions. Elle s'est retrouvée en chaise roulante puis tout. Et elle était OT7. Elle a eu un accident pendant sa chirurgie. Elle était en haut du pont, là. Ouais. Puis quand elle a eu ça, là, imagine les gens qui ont dit tout d'un coup, ça n'a pas marché. Cette personne-là était supposée d'être rendue un demi-dieu, là. Puis quand elle a eu oublie ça, c'est fini, là. Ben, ça montre que... une dernière affaire dans le même sens, là. Quand j'étais en scientologie, dans mon adolescence, à 12-13 ans, là, une de mes amies, Dominique, une de mes premières amours, mais c'était pas réciproque, mais moi, je l'adorais, mais elle m'aimait pas autant que ça. Ouais. Elle est morte de la leucémie. Sa mère était scientologue. Puis plusieurs personnes en ont pointé sa mère parce que Dominique voulait rentrer dans la SIORG, voulait s'impliquer plus en scientologie. Puis on a pointé comme quoi c'est sa mère qui l'avait rendu malade de la leucémie. Ça fait comme ça arrive à tous les jours en scientologie. J'imagine, mais c'est épouvantable de faire subir ça à une mère qui déjà, sa fille est malade. Non, mais c'est ça, c'est moi, je l'ai jugé, mais je me sens coupable aujourd'hui d'avoir fait ça, d'avoir jugé cette femme-là. Bon, je comprends, mais juste pour nos auditeurs, là, on va leur redire, je sais que tu viens de le dire, ils ont compris, mais je vais le reformuler pour que ça rentre bien. Là. Il y a une mère elle a sûrement que la fille est morte, j'imagine. Oui, Dominique est décédée, elle avait 13 ans à peu près. Dominique est décédée à l'âge de 13 ans. Et non seulement la mère doit vivre un deuil de sa fille de 13 ans, mais en plus, elle est soupçonnée d'être responsable de la mort de sa fille qui est morte de la leucémie. C'est épouvantable de faire subir ça à une femme. Déjà, naturellement, les parents ont tendance à se sentir responsables et coupables. Tu sais, je veux dire, un enfant va avoir un accident de voiture, puis les parents se sentent coupables, puis j'aurais dû le prévenir, j'aurais dû pas la laisser sortir, lui dire, tu sais, il y a toute la culpabilité, et déjà, il y a déjà une culpabilité naturelle, entre guillemets, là, ou en tout cas, qui peut s'installer.
Fait que si on la nourrit, cette dame-là, elle devait être du sombrer. Je ne sais pas jusqu'à quel point on l'a pointé du doigt, mais moi, en tant que scientologue, avec les croyances qu'on m'avait inculquées, je pensais qu'elle était responsable d'avoir oppressé sa fille et de l'avoir rendue malade au point qu'elle en meurt. Mais tu sais pas si elle pensait ça d'elle-même. Ça, tu sais pas. Ben, je ne sais pas, parce qu'après ça, elle a pris du recul de la scientologie. On l'a plus revue en scientologie. Ouais. Après qu'elle ait perdu sa fille. Elle devait se sentir tellement jugée. Ben oui, c'est clair. C'est clair que c'est ça qui est arrivé. Ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé, M. Ouais, ben, ça me fait penser cette histoire-là à ce qui se passe avec les enfants qui sont autistes. Les psychanalystes ont longtemps soutenu et ils soutiennent peut-être encore que c'est la faute de la mère, que la mère est trop suppressive ou encadre trop l'enfant et l'enfant devient autiste à cause de sa mère. Fait qu'il y a une culpabilité qui est mise sur la mère par les psychanalystes. Ça fait que ça me fait penser un peu à cette histoire-là avec la scientologie. Ouais, par certains psychanalystes. Tu généralises beaucoup. Je suis ton cas, Michel, à soir, hein? Certains psychanalystes, peut-être qu'ils avancent ça, ouais. Je l'ai pas vu. Mais... Ça a été à la mode pas mal à un moment donné. Fait que peut-être moins maintenant. Mais je dis bien psychanalyste, j'ai pas dit psychothérapeute. Ouais, certains psychanalystes, ouais. OK. Psychanalyste freudien et tout, là, ça a été une croyance assez à la mode concernant l'autisme. Ben, c'est similaire, c'est tout à fait ça. Mais c'est dans plusieurs nouveaux mouvements religieux. Ça, là, c'est pas juste la scientologie, là. J'en lisais un aujourd'hui, je me rappelle pas le nom, là, mais c'est ça qu'on dit. On parlait des enfants qui étaient handicapés, comme quoi ça venait d'un karma d'une vie passée, puis ils naissaient handicapés. Là, on n'a pas besoin d'aller loin. Regarde avec la religion catholique, on a tout le péché originel à cause d'Adam et Ève, puis ça a pris un sacrifice humain pour qu'on puisse sortir du péché originel. Fait que... mais dans la religion catholique, une autre affaire, là. Une certaine universalité. Dans la religion catholique, c'est toute l'humanité. Fait que tout le monde est sur le même pied d'égalité dans un sens, là, on va dire. C'est que le péché originel s'applique à tout le monde. Je dis pas que la religion catholique, c'est extraordinaire, là. Je pense que c'est une religion qui est très névrosante. Ça a beaucoup de problèmes, la religion catholique aussi. Mais, sur le plan psychologique. Sauf que, il y a une différence entre dire, OK, on est tous, les humains sont tous comme impurs, donc sont tous, on a le mal en nous, il faut le combattre continuellement. C'est différent de quelqu'un qui subit, qui est une victime de quelque chose. Exemple, toi, quand tu as été victime d'abus sexuels, Michel Francaire, il y a une partie de toi qui se disait ça doit être de ma faute.